Donc, on vient de voir la réalisation pratique donc, des correcteurs PI réels, donc à partir de réseaux passifs et à partir de réseaux actifs avec des amplificateurs opérationnels. Donc, le correcteur PI qui sert donc la partie intégration à améliorer la précision, voire à éliminer complètement l'erreur, selon le modèle qu'on a de notre procédé. Donc maintenant, nous allons passer à un autre type de correcteur, le proportionnel dérivé idéal. Donc voilà la formule. Donc vous avez l'action proportionnelle ici, donc là on a mis un K qui est égal à 1, et l'action dérivée avec taux D, la constante de temps dérivée, ici. Donc cette forme-là, c'est une forme théorique, elle n'existe pas. Puisque si on mettait cette forme-là, ça veut dire qu'à partir de la fréquence de coupure, 1 sur taux D, on aurait un gain qui tend vers l'infini pour les hautes fréquences, qui enverrait sur une commande infinie sur le procédé, donc ce qui n'est pas réalisable de façon pratique. Vous avez pu le voir en TP, pour ceux qui ont fait les TP, sur l'asservissement de position, lorsqu'on met un correcteur, on vous parle de proportionnel dérivé, et on va couper l'action dérivée à un certain moment, donc ça on va définir l'intervalle de temps, pour éviter justement ce problème de gain infini. Donc en TP, on aurait eu la saturation des ampli-op au niveau de la commande moteur. Donc voilà le correcteur réel. Donc là, c'est plus le correcteur idéal, mais c'est le correcteur réel. On retrouve la constante de temps dérivée, le gain K, et ici, on rajoute ça pour couper le gain vers les hautes fréquences. Donc on va se retrouver avec une forme comme ça. Donc là, vous voyez, c'est pour que ça soit plus visuel pour vous. On va voir ici donc, la représentation de Bode de ce type de correcteur, en gain et en phase. Donc ici, vous avez la courbe de gain. Donc au départ, on a pris un K égale à 1, donc ce qui fait que V log de 1 égale à 0, donc on a une asymptote horizontale sur l'axe des 0. La première fréquence de coupure, donc la constante de temps dérivée, donc on va avoir une action dérivée, donc plus 20 dB pour les cadres, et donc si on ne vient pas couper ici, on va avoir ici le gain qui part à l'infini pour les hautes fréquences. Donc, ce qui veut dire que votre commande, multipliée par ce gain qui va à l'infini, vous allez avoir une commande infinie qui va arriver sur votre procédé. Donc risque d'endommager le système, même s'il y a des organes de sécurité, et éventuellement le personnel. Donc on est obligé de définir un intervalle où on va mettre cette action dérivée. Donc ici on vous dit correction proportionnelle dérivée dans l'intervalle 1 sur taux D, 1 sur taux. Après il faut définir ces constantes de temps. Au niveau de l'argument, donc on sait qu'un gain, un nombre réel n'apporte pas de phase, donc c'est 0 au départ. À 1 sur taux D, vu qu'on a une pente plus 20 dB, vous allez apporter plus pi sur 2. Et ici, comme ça s'apparente à un filtre passe-bas, 1 sur taux, on va avoir moins pi sur 2, donc plus pi sur 2, moins pi sur 2, on va repasser à 0. Donc sur cet intervalle-là, où on a la correction action proportionnelle dérivée, on va venir injecter de la phase. Et on va le voir, ça va permettre de rendre le système plus stable, et donc en contrepartie de pouvoir augmenter le gain et la rapidité du système. Donc c'est deux actions couplées. Alors, ici, la correction utilisée pour modifier les courbes de gain et de phase dans la région de coupure sert à déplacer vers les hautes fréquences. Donc si on reprend l'exemple précédent, où on avait notre fonction de transfert CH1 sur 1 plus taux 1 fois 1 sur 1 plus taux 2, on vient mettre notre correcteur ici, donc notre T', cette formule. Il va falloir définir les paramètres de notre correcteur. Le gain, la constante de temps dérivée et la constante de temps qui permet de couper l'action dérivée. Donc déjà, pour une simplification des calculs, on va imposer taux D est égal à taux 2. Donc, ce qui veut dire que ce terme-là et ce terme-là vont s'annuler et on va se retrouver avec un T' qui va être de cette forme-là. Et donc il va nous rester deux constantes à définir, taux et K, le gain. Donc la deuxième cassure, si on reprend la courbe de T de P, donc de cette fonction-là T de P, on avait du gain, donc on retrouve ici, CH en dB, 20 log de CH. La première cassure à moins 20 dB, et ensuite la deuxième cassure, ici, à moins 40 dB. Donc ici, la deuxième cassure qui était à 1 sur taux 2, elle se trouve maintenant à oméga prime, une nouvelle fréquence, qui est 1 sur taux. Donc on ne va plus avoir cette cassure ici, puisque dans cette nouvelle expression ici, on ne l'a plus, donc on aura toujours cette cassure là. Mais par contre, ici, on va choisir une nouvelle fréquence de coupure qui sera
plus loin dans les hautes fréquences. Donc c'est ce qu'on vous dit ici. On va déplacer vers les hautes fréquences la région de coupure. Et donc on va se retrouver avec une courbe comme ça, où on a toujours le 20 log de CH, et ici on va avoir à 1 sur taux 1 la cassure, à 1 sur taux 2 on a annulé l'effet de 1 sur ce filtre, avec la constante de temps, ici je vous le mets dérivée, donc là on n'a plus de cassure, ici. Et maintenant, à 1 sur taux 1, on va avoir la deuxième cassure. Donc on voit bien qu'on a décalé la fréquence de coupure, la deuxième fréquence de coupure, vers les hautes fréquences. La deuxième cassure se trouve ici. Qu'est-ce que ça engendre? Si on regarde ici, alors il y a une erreur, c'est pas T' en dB, c'est l'argument de T'. Ici, on voit bien que c'est la courbe de phase. On va avoir au départ une constante, donc 0. L'argument d'une constante, c'est nul. Arrivé ici, premier filtre passe bas, moins pi sur 2. Et donc, au lieu ici de passer à moins pi, à la deuxième fréquence de coupure, qui n'existe plus, on va passer à moins pi sur 2, à moins pi, ici, à la deuxième fréquence de coupure. Qu'est-ce que ça pourrait faire? C'est que la marge de phase, je vous rappelle que la marge de phase, elle se lit quand le gain est nul, c'est-à-dire ici. Le fait qu'on décale la fréquence de coupure vers les hautes fréquences, ici, on a une marge de phase qui est beaucoup plus grande. Donc ici, la marge de phase est bien supérieure à 45 degrés, puisqu'on est, si on regarde ici notre marge de phase, je vous rappelle, c'est l'argument de T plus 180 degrés, ce qui équivaut à ça. Donc l'argument ici, si on regarde, on est à peu près, on doit être à 90, donc on aurait une marge de phase d'à peu près 90 degrés. Donc, ce qui est bien largement supérieur. Donc je vous dis, le fait d'utiliser ce type de correcteur va permettre de stabiliser le système, donc d'être encore plus amorti, donc avec une marge de phase bien supérieure au compromis qu'on avait dit idéal de 45 degrés. Mais si on en reste là, ça veut dire qu'on a réduit le temps de réponse. Donc le fait de faire ça, ça va nous permettre de pouvoir injecter ici du gain pour pouvoir augmenter la rapidité du système tout en maintenant stable le système. Donc là, cette marge de phase, maintenant, le but ici, ça va être de dire, je vais utiliser dans mon correcteur ici K, du proportionnel, pour augmenter le gain et donc pour augmenter la rapidité tout en maintenant le système stable. Et donc pour cela, le fait d'augmenter le gain, ça veut dire que je vais décaler cette courbe de 20 log de K. Donc toute cette courbe va être décalée verticalement vers le haut. Donc ça veut dire que mon axe des abscisses, les 0, il va être décalé ici. Donc je vais me retrouver avec mon axe ici, donc c'est-à-dire que en fait, je glisse cette courbe et je vais me placer ici pour avoir une marge de phase de 45 degrés qu'on considère être un compromis convenable pour la stabilité et les réponses ou les performances du système. Donc ce qui veut dire que ici on va se placer à oméga prime est égal à 1 sur taux pour avoir une marge de phase de 45. Donc on va décaler notre courbe pour que à 1 sur taux on passe par 0. Donc je vous dis, quand on passe par 0, c'est là qu'on vient lire la nouvelle marge de phase. Donc là, si on regardait graphiquement à peu près, ici on serait à un argument de moins 135 degrés et donc on aurait une marge de phase de 45 degrés. Donc ça on le reverra en TD. Donc pour bien montrer que effectivement c'est pas dû au hasard, on regardera que pour 1 sur taux, on a bien un argument de 135 degrés. Et donc la marge de phase, l'argument plus 180, donc moins 135 plus 180, ça vous fait bien une marge de phase de 45 degrés. Donc là, graphiquement, on voit qu'ici, on se met à 1 sur taux quand le gain est nul, et on a notre marge de phase de 45. On le redémontrera analytiquement avec des calculs. Une fois qu'on a fait ça, on définit quel gain il faut, combien on coulisse cette courbe pour arriver à 0 quand on a 1 sur taux. Donc c'est-à-dire qu'ici on définit K. Donc, voilà le K qui est défini. Alors ça, je vais vous le redémontrer. Comment on fait pour le démontrer ici? Je vais vous le faire graphiquement. Par calcul. Donc ici, je vous ai dit que pour avoir une marge de phase de 45 degrés, on doit avoir un argument donc, de
T' est égal à moins 135. Alors, on a argument de T' est égal à moins 135 quand oméga prime ou oméga c est égal à 1 sur tau. Et donc, pour oméga prime qui est égal à 1 sur tau, on doit avoir donc soit le T' en dB doit être égal à 0 dB. Ici, on voit bien que pour oméga égal à 1 sur tau, on va bien avoir 0. Ou, ce qui est la même chose, le module de T' doit être égal à 1. Je vous rappelle que la courbe en dB, c'est 20 log du module. Donc, si je fais 20 log de 1, ça me fera bien 0 aussi. Donc on peut partir de ces deux équations. Peu importe après laquelle je pars, on va dire que celle-là est un peu plus simple au niveau des calculs parce qu'on ne se traîne pas les 20 logs. Donc si je regarde, alors attendez, j'avais mis une flèche, on va voir, j'ai plus trop à quoi ça correspond. Non, c'est pas pour là. Je vais revenir, ça sera pour plus tard. Donc ici, si je reviens à ma fonction, T', qui est ça. Donc le module de ça, si je fais le module de T', ça va être le module de tout ce qui est constante, donc c'est CHK, le module de ça, sur le module de 1 sur tau 1 P, et avec le module de 1 plus tau, alors c'est tau, pardon, P. Donc le module d'une constante, c'est HK, et là le module nombre réel, c'est racine de 1 plus tau 1 oméga au carré fois racine de 1 au carré plus tau oméga au carré. Et ça, je sais que ça doit être égal à 1. Voilà, ici. Ce qui veut dire que CHK, c'est égal à racine de 1, donc je passe ça ici. Le oméga, ça je sais que c'est vrai, car oméga est égal à 1 sur tau, donc je remplace ici tau, le oméga par 1 sur tau, donc ça me fait tau 1 sur tau au carré, multiplié par 1 plus tau sur tau au carré, ce qui fait 1. 1 au carré, ça vous fait 1, donc 1 plus 1, donc ça vous fait racine de 2 ici. Donc, ici, vous allez avoir CHK qui est égal à racine de 1 plus tau 1 sur tau au carré, et là vous avez racine de 2. Ici, vous voyez bien qu'on va prendre, on va dire que tau 1, alors si je regarde, si je reviens donc à mon schéma, vous voyez bien que 1 sur tau 1 est très petit, puisqu'ici le taux on va le choisir pour être dans les hautes fréquences. Donc le 1 sur tau 1 est très petit par rapport à 1 sur tau. Donc ce qui veut dire qu'inversement, comme on est sur du inversé, tau 1 est très grand devant tau. Donc, ce qui veut dire que tau 1 sur tau est très grand devant 1. Donc ça, on peut dire que le terme 1 ici est négligé. Donc on se retrouve sur du tau 1 sur tau au carré et à la racine, donc ça s'annule, et il vous reste CHK est égal à tau 1 sur tau racine de 2. C'est ce qu'on retrouve. Hop. C'est où? Ici, donc le K, ici, on retrouve bien donc racine de 2, tau 1 sur tau 2 sur CH, je le fais passer. Donc ça sera la valeur de votre gain. Et il faudra rajouter ici pour que votre courbe de gain passe bien à 0 quand oméga est égal à 1 sur tau. Donc ce sera voilà, le coefficient, le paramètre K de votre correcteur. Ce qui
qui sous-entend ici que si on regarde l'erreur, maintenant, on avait vu que pour une réponse, donc c'est ici que ça intervient, d'où vient cette formule, on avait vu que ici, c'est celui-là, on parle de epsilon 0, donc c'est l'erreur de position, réponse à un échelon, donc une réponse indicielle. On a 0 terme en C sur P, donc dans notre fonction, je vous rappelle qu'on avait la fonction qui est ici, le taux prime, CHK 1 sur 1 plus taux 1P fois 1 plus taux P. On n'a pas de terme en 1 sur P, on n'a pas d'intégrateur pur, donc on est en classe 0. Donc l'erreur, c'est une valeur finie, c'est E0, 1 plus CH, donc là, constante. Donc dans notre cas, on va avoir cette formule-là, mais on va y rajouter, donc E0 c'est la valeur de notre échelon, 1 sur 1 plus CH et le K qui apparaît ici. Le K étant forcément supérieur à 0, à 1, pardon, excusez-moi, puisqu'on augmente le gain, donc on translate la courbe verticalement. Donc si ici le K est supérieur à 1, ça veut dire que le E0, ce terme-là va être plus grand, donc le E0 va être plus petit. Donc on va améliorer la précision. On ne va pas l'annuler complètement, on va l'améliorer. Et donc, puisque je vous ai dit, pour annuler une erreur, il faut un intégrateur. Là, ici, on est sur une proportionnelle dérivée. Donc là, on va améliorer la précision. Et le fait d'augmenter le gain ici, donc de translater la courbe, on va améliorer le temps de réponse aussi. Et on va assurer quand même la stabilité du système. Donc là, avec ce type de correcteur, on améliore la précision, on améliore le temps de réponse, et ici, on calcule les coefficients du correcteur pour quand même assurer la stabilité, donc se maintenir à une marge de phase de 45, qui on avait dit, qui est qu'un compromis convenable pour un système stable. Donc ça, tout ça, on le reverra dans un exercice, dans une application réelle en TD, donc le dernier TD qu'on fera ensemble, où on aura justement le calcul, un cahier des charges, où on aura le calcul d'un correcteur proportionnel dérivé, puisqu'on nous demandera une erreur non nulle. Donc, on n'a pas besoin d'avoir l'intégration. Donc, ici, on peut donc augmenter le gain du système en augmentant le gain de l'amplificateur K par exemple, donc de votre correcteur, pour rétablir une nouvelle marge de phase à 45. Puisqu'on a vu que, à la base, si on reste comme ça, on va avoir une marge de phase qui est bien supérieure à 45 degrés. Et si on reste comme ça n'a pas d'influence, mis à part de réduire diminuer le temps de réponse et de ne pas améliorer la précision. Donc il faut forcément coupler le fait qu'on puisse avoir une phase supérieure à l'ajout d'un gain pour pouvoir augmenter les performances du système. Et donc ici, pour établir une nouvelle marge de phase à 45, ici qui placera la nouvelle pulsation de coupure, oméga prime est égal à 1 sur taux. C'est ce qu'on a dit ici. Donc vous voyez qu'ici, pour avoir une marge de phase de 45, on va placer ici oméga prime est égal à 1 sur taux. C'est ce qu'on voyait graphiquement et c'est ce qu'on reverra par le calcul. Donc là, je vous l'ai montré graphiquement, mais par le calcul, on pourra le redémontrer. Donc l'utilisation d'un correcteur proportionnel dérivé n'améliore les performances qu'à condition que l'on mette à profit le fait qu'il augmente le gain. Donc ça, retenez bien, si vous n'augmentez pas le gain et que vous en restez à l'étape juste de rajouter de la phase, ça n'améliorera pas les performances. Au contraire, ça risque de les dégrader. Alors la réalisation pratique, à partir d'éléments passifs, comme pour le correcteur proportionnel intégral, à partir de résistance et de condensateur, on va se retrouver avec cette formule-là. Donc je vais vous le redémontrer aussi, ça vous pouvez vous entraîner chez vous, hein, c'est des choses que vous devez savoir faire normalement. Donc vous n'êtes pas obligé ici, vous pouvez couper la vidéo, vous avez la réponse, donc vous pouvez essayer de le faire chez vous et après vous regardez la correction pour voir si vous arrivez à le refaire. Donc ça c'est des choses que vous devez savoir faire, c'est plus de l'électronique ici. Donc là ici, si je regarde mon réseau, j'ai ma résistance R2. Ici, j'ai et c'est VS qui est à ces bornes. Et ensuite, j'ai mon réseau qui va me permettre de dériver ici RC. Alors c'est R1C. Voilà. Et ici, j'ai la tension VE. Donc, bon diviseur, comme toujours. VS, c'est égal à R2 sur R2 plus, je vais appeler ça Z.
ici Z avec Z ici, c'est R1 en parallèle avec C. Donc on va calculer Z et on le remplacera, et pardon, excusez-moi, j'ai oublié, fois VE. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est VS sur VE. Alors Z, c'est donc R1 fois 1 sur CP sur R1 plus 1 sur CP. Donc ça me fait R1 sur CP sur R1 CP plus 1 sur CP. Ouais, voilà, donc Z, ça me fait donc, ici les C s'annulent, donc ça me fait R1 sur 1 plus R1 CP. Donc je remplace ici Z, donc ça me fait VE sur VS, c'est égal à R2 sur R1, R2 plus R1 sur 1 plus R1 CP. Donc ici je vais mettre en même dénominateur, donc ça va me faire R2 sur R2 facteur de 1 plus R1 CP plus R1 sur 1 plus R1 CP. Et ensuite, je vais essayer de mettre sous une forme pour qu'on retrouve la même formule. Donc ça va me faire R2 1 plus R1 CP. Alors ça, c'est ce qu'on doit vraiment retrouver le dénominateur. R2 1 plus R1 CP. Et ici, je vais développer pour avoir la constante. Tout ce qui n'est pas avec la variable P. R1 plus R2 plus R1 R2 CP. Donc ce qui va me faire VS sur VE R2 1 plus R1 CP, ça ne bouge pas. Et ici je vais mettre tout ce qui est faire apparaître le 1, ici le 1 plus taux P. Donc je vais mettre mon facteur R1 plus R2 ici. Et je vais mettre facteur de donc 1 plus R1 R2 R1 plus R2 CP. Vous voyez bien que si je redistribue, je vais bien avoir R1 plus R2 ici, et ici, ça s'annule, R1, R2 plus CP. Donc on retrouve bien la même chose. Donc là, j'ai juste mis sous uniforme pour faire apparaître le 1 plus taux P. Et donc là, vous avez bien du R2 sur R1 plus R2, et donc on retrouve le 1 plus R1 CP, et le 1 plus R1, R2 sur R1 plus R2 CP. Donc ça, c'est, je vous dis, vous faites chez vous aussi, et on va faire pareil pour le réseau actif. Donc là, le réseau actif à partir de ampli op, donc ampli opérationnel. Donc ça, je vous laisse noter. Donc normalement, vous devez savoir le faire, vous avez dû le faire, hein, essayez au moins de le faire. Et vous allez faire la même chose pour le réseau actif. Donc le réseau actif, pareil, vous pouvez partir, alors vous savez ce que vous devez trouver, ça. Et on va essayer maintenant de le refaire. Vous allez essayer, donc je vous conseille de couper la vidéo, mettre sur pause, et d'essayer de le faire et de retrouver, donc vous avez le résultat, donc essayez de retrouver le résultat. Donc ça, c'est des bons petits exercices pour vous entraîner. Et donc si on parle du réseau actif, alors on a créé E et A, donc toujours refaire le schéma pour peut-être mieux l'appréhender. Donc ici, vous voyez que VE est aux bornes de R1C et VS est aux bornes de l'ensemble. Donc là aussi, on peut faire encore un pont diviseur. Donc ici, vous allez avoir C, R1, R1, C. Donc ici, vous avez VE. Et ensuite, vous avez R2. Et ici, tout ça est appliqué à VS. Donc là, on va avoir VE qui est égal à R1 plus 1 sur CP sur,
R1 plus 1 sur CP plus R2 fois DS. Donc là, on va avoir l'inverse, on va avoir VE sur DS. Après, il suffira d'inverser, on va continuer les calculs comme ça. Donc je vais avoir VE sur DS. Je vais mettre tout au même dénominateur. Donc ça va me faire. Alors, un peu plus bas. Je vais avoir R1 CP plus 1 sur CP. Et ici, je vais avoir R1 CP plus R2 CP plus 1 sur CP. Et ça, c'est VE sur DS. Donc les C s'annulent et il me reste 1 plus R1 CP sur, je peux mettre en facteur, CP facteur de R1 plus R2 plus 1. Donc voilà, ici vous avez ça s'annule. Et donc, il suffit d'inverser maintenant pour avoir la sortie sur l'entrée. Ça vous fait 1 plus R1 plus R2 CP sur 1 plus R1 CP. C'est ce qu'on doit retrouver. Alors, voilà. Donc, je suis là. Voilà. Donc là, on vient de redémontrer donc, les réseaux passifs et les réseaux actifs. Donc la fonction de transfert qui permet de le définir. Donc là, je vous rappelle, c'est la réalisation d'un proportionnel dérivé réel. Donc là, à partir d'éléments passifs ou actifs. Donc le choix des correcteurs. Si le système comporte un intégrateur pur, donc si votre T procédé comporte un intégrateur pur, l'utilisation d'un correcteur PI dégrade les résultats. C'est ce que je vous ai dit précédemment. Si vous avez déjà un intégrateur, ça ne sert à rien de mettre un intégrateur dans le correcteur la partie intégration. On va diminuer la pulsation de coupure et ça va augmenter le temps de réponse. Et ça n'améliorera donc pas les performances. L'utilisation d'un correcteur proportionnel dérivé, ça augmente la pulsation de coupure. Donc on a vu qu'on décalait la pulsation de coupure vers les hautes fréquences. Donc on a la possibilité d'augmenter le gain tout en maintenant le système stable et d'augmenter donc la précision. Si on augmente le gain, on augmente la précision. Et ça réduit le temps de réponse en plus. Donc si le système ne comporte pas d'intégrateur pur, alors là, forcément, il va falloir agir avec la partie intégration. Donc on va utiliser le correcteur proportionnel intégral dérivé. Donc le proportionnel, ça permet d'augmenter le gain. L'intégral, ça augmente la précision, voire ça l'annule selon dans le procédé si vous avez un intégrateur pur, deux intégrateurs purs, enfin on verra. Et la dérivée, c'est l'augmentation de la pulsation de coupure. Donc, voilà, on décale la pulsation de coupure vers les hautes fréquences et donc la diminution du temps de réponse. Donc là, on associe les trois composantes d'un correcteur pour améliorer toutes les performances, stabilité, précision, rapidité. Donc voilà, on en a fini pour le cours. Donc on regardera tout ça en application dans les prochains TD qui vont arriver jusqu'à la fin de l'année pour appliquer le choix d'un correcteur et le calcul des différents paramètres de performance d'un système asservi qui sont le temps de réponse, l'erreur et la précision. Donc je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Au revoir.